Bonsoir Franck. Bonsoir Tom, bonsoir à tes auditeurs. Merci. Alors nous sommes arrivés au 7e Citrep déjà, et nous sommes le 5 juin. Alors le Citrep précédent n'est pas très très vieux, hein, mais l'actualité faisant, il était nécessaire de refaire un Citrep pour commenter cette fameuse, en particulier, mais avec bien d'autres sujets évidemment, cette fameuse réunion organisée par l'Élysée, donc par Emmanuel Macron, concernant une feuille de route sur les prochaines élections, enfin le désir des prochaines élections en Libye. Et c'est pour ça que ce 29 mai dernier, il a invité à l'Élysée 4 personnages d'importance pour tenter de s'approprier, je dirais, un retour entre guillemets à la démocratie en Libye, avec la présence lors de cette conférence Fayez El-Sarraj, qui est le putatif Premier ministre libyen, également le tout aussi putatif chef des forces militaires libyennes qui est Khalifa Haftar. On a également le président de la Chambre des représentants siégeant à Tobrouk, Aguila Salah Issa, et puis le président du Conseil d'État, instance consultative située à Tripoli, qui est Khaled Al-Misri. Voilà. Alors, cette réunion a eu lieu donc, et apparemment les choses ne se sont pas passées comme le désirait Emmanuel Macron. Alors je te laisse la parole pour que tu nous dises à quel point cette réunion a été un fiasco. Hein. Bon, effectivement, cette réunion était sans intérêt. Tu as parlé de 4 individus importants. Ils le sont effectivement pour les instances d'occupation de la Jamaïque arabe libyenne, à savoir l'ONU et l'OTAN, que ce soit tant Sarraj ou Haftar, ces derniers participent à l'occupation de la Jamaïque arabe libyenne et tiennent en otage le peuple libyen au profit des compagnies américaines et italiennes dans le pillage en règle du pétrole et du gaz libyen. Il y avait effectivement un représentant de la Chambre de Tripoli, du Conseil d'État, qui n'est d'autre qu'un soutien invétéré au terroriste takfiriste Abdelhakim Belhach. Nous avions aussi le représentant de la Chambre parlementaire qui siège à Tobrouk, qui, je tiens à le rappeler, ces parlementaires ont été élus avec moins de 120 000 Libyens qui s'étaient rendus aux urnes pour exprimer le vote sur 6 millions de Libyens. Donc nous voyons bien que l'importance qui est accordée aujourd'hui par Macron auprès de ces personnes ne l'ont pas auprès du peuple libyen. Puisque voilà, il suffit simplement de voir que M. Haftar, qui est grièvement malade d'ailleurs, aujourd'hui au point même que les Américains sont soucieux de savoir quel successeur choisir qui pourrait éventuellement fédérer cette pseudo-armée nationale libyenne dont le général Haftar en est le chef, entre guillemets, puisqu'on voit bien qu'il contrôle aujourd'hui simplement une partie de l'Est. Il a passé des accords avec les tribus du Sud, mais aussi les tribus de l'Ouest. Mais ces accords ne sont pas consolidés, dirons-nous. On ne peut pas parler aujourd'hui que Haftar dispose d'une force militaire suffisante, puisqu'on voit qu'il a un mal fou à déloger 800 djihadistes takfiristes à Derna. Il a grand mal à déloger, au point qu'il a été obligé de donner des ordres à son armée de bombarder des zones civiles pour tenter de déloger ces quelques centaines de djihadistes takfiristes. Malheureusement, les victimes sont victimes de ces bombardements. Voilà, donc Macron, qui avait d'ailleurs organisé en juillet une rencontre historique, déjà à l'époque, entre Sarraj et Haftar, nous a organisé un sommet où étaient présents
grand nombre de chefs d'État africains, des représentants de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie, je crois aussi des Émirats arabes unis, me semble-t-il. Or, c'était un échec cuisant, limite humiliant pour le président de la République, puisqu'il était convenu lors de ce sommet qu'un accord signé soit établi entre ces 4 parties. Or, ce n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les protagonistes de cette rencontre se seraient mis d'accord pour convenir d'élections le 10 décembre 2018, donc à la fin de l'année, sauf que cela n'a pas été signé. Alors ça, c'était alors que des promesses avaient été faites de part et d'autre qu'il y aurait un accord signé. La raison pour laquelle la diplomatie française a décidé d'organiser ce mini-sommet à Paris qui aurait dû être un sommet historique qui est tombé à l'eau puisque les 4 protagonistes ont refusé de signer la feuille de route. Donc cette rencontre restera dans les poubelles de l'histoire de la République française puisque dans quelques mois, personne ne se souviendra de ces accords verbaux établis entre ces 4 parties qui, en fin de compte, ne sont que des suppôts aux Américains aujourd'hui. Et la France, une fois de plus, comme j'ai pu l'indiquer dans le dernier CITREP, est complètement hors jeu sur le dossier libyen. Donc, il suffit simplement de voir que 2 jours après cette réunion, a eu lieu des affrontements à 60 km de Sebha, dans une base militaire tenue par Haftar, par des milices de Misrata. Donc on voit bien que cette rencontre qui a eu lieu a permis une réconciliation par leur présence d'une durée de moins de 48 heures, puisque le lendemain sur le terrain, voilà, il y avait toujours de nouveau des combats entre le général Haftar, entre les forces sous contrôle de M. Sarraj, pour prendre possession de lieux stratégiques. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le discours que le président de la République Emmanuel Macron a tenu, il mettait l'accent sur le fait qu'il fallait cesser les ingérences étrangères en Libye. Oui. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut voir que c'est quand même la France qui est responsable, en premier lieu, puisque nous rappelons quand même que c'est Nicolas Sarkozy qui a porté la résolution 1973 auprès du Conseil de l'ONU qui a prévalu l'agression et l'occupation de la Libye et le désastre que connaît la Libye par rapport à cette action de l'État français, puisque Nicolas Sarkozy, au-delà du fait qu'il soit parti pour des raisons personnelles, a pris en otage l'État français, donc ce qui prouve quelque part que l'État français n'est pas capable aujourd'hui d'être pragmatique. Et on a un président qui a tout pouvoir pendant 3 mois de pouvoir engager les forces armées sur des théâtres extérieurs sans mandat du Parlement. Quand bien même le Parlement a donné un aval favorable à la poursuite de l'agression de la Libye, pour des raisons fallacieuses, bien évidemment, puisqu'il n'y a jamais eu de massacre de masse de la part des forces restées loyales à Muammar Kadhafi, comme ça avait pu être énoncé à l'époque par l'ensemble des médias mainstream. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Macron a quand même le culot de prendre une posture, de parler qu'il ne faut pas d'ingérence étrangère, et Macron imagine qu'aujourd'hui, la France est la solution pour pacifier la Libye. Or, la France est le problème aujourd'hui pour la pacification de la Libye. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des services de renseignement français qui sont très actifs en Libye, que ce soit à Benghazi, que ce soit dans le sud libyen, et qui maintiennent ces tensions entre les tribus, dans le sud, notamment entre les Toubous et les Touaregs. Alors, Macron a peut-être des problèmes d'information, Macron a peut-être des problèmes de compréhension. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et comme j'ai pu l'indiquer à différentes occasions, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, est toujours victime de ces réseaux Fabius, Sarkozy, qui sont encore très actifs. Il s'agit de fonctionnaires d'État, donc ce sont des gens qui restent en place continuellement. J'avais invité à M. Le Drian de faire le nettoyage. Malheureusement, ce nettoyage n'a pas été fait, puisqu'on voit aujourd'hui le président Emmanuel Macron prendre une posture qui le ridiculise sur ce dossier libyen,
puisque la conséquence de cette rencontre, ça sera du néant, un vide complet. Aujourd'hui, la France aurait tout intérêt à reconsidérer sa position eue à l'égard de la Libye, de prendre le recul nécessaire, de lâcher prise sur ces réseaux que Sarkozy a mis en place dès 2011 au travers de M. Abdelhakim Belhadj, mais aussi M. Le Drian, lorsqu'il était ministre des Armées, s'était rapproché du maréchal Khalifa Haftar dès 2016. J'ai eu, pas plus tard que hier matin, un de mes camarades libyens qui me fait état que la France serait prête à fournir des armes au général Khalifa Haftar de manière complètement illégale, hein, puisque je tiens quand même à rappeler qu'il y a toujours un embargo sur les armes aujourd'hui en Libye. Donc aujourd'hui, la France mise sur le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar n'a aucune légitimité en tant que tel auprès du peuple libyen, puisqu'il s'est autoproclamé général en chef de l'armée nationale libyenne, hein, qui est composée pour l'essentiel d'anciens militaires de la Jamaïque arabe libyenne, que le général Khalifa Haftar défend avant tout les intérêts de son deuxième pays, à savoir les États-Unis. La preuve en est, c'est que actuellement il tient le croissant pétrolier et que l'essentiel du pétrole libyen aujourd'hui va à la faveur de compagnies américaines pétrolifères. Donc nous voyons bien que la France est complètement déconnectée de la réalité libyenne. Et je pense que Macron est victime d'un défaut d'information, d'analyse, d'expertise, qui aujourd'hui sont complètement caduques du fait que au sein du Quai d'Orsay aujourd'hui, nous avons encore des reliquats, des résidus de ces réseaux, Sarko, Fabius, puisque Fabius a perpétré la politique criminelle de Nicolas Sarkozy eue à l'égard du peuple libyen, et qu'il serait opportun aujourd'hui que l'État français reconsidère sa position, se rapproche et observe et analyse les recommandations du Conseil suprême des tribus libyennes, qui aujourd'hui est la seule entité, dirons-nous, légitime à représenter le peuple libyen, puisque tu n'es pas sans savoir que la Libye est un pays tribal, que l'importance des tribus est essentielle pour la constitution d'un État fort. Or, aujourd'hui, la France continue de courir après du vent. Le meilleur exemple que l'on puisse avoir, c'est l'organisation de ce sommet qui, somme toute, a ridiculisé, et le temps me donnera raison, notre président de la République. On peut faire une petite parenthèse, si tu permets, en décrivant cette espèce d'hallucinante on dirait invasion de la Libye par la France sur impulsion de Nicolas Sarkozy. Il faut se rappeler que le principal, je dirais, acteur de la poussée vers l'agression libyenne, la poussée française de l'agression libyenne, c'est un certain BHL. Et si tu me permets, c'est de évoquer ce qui s'est passé tout dernièrement avec l'espèce de mascarade du service de renseignement et de sécurité ukrainien, qui s'appelle le SBU, qui a fomenté, je dirais, un faux assassinat de journalistes ukrainiens pour essayer de faire porter le chapeau à la Russie. Et avant que le journaliste en question n'apparaisse après son assassinat, supposé, hein, prétendu, de nouveau à la télévision, on a eu justement ce BHL qui a poussé à la guerre, qui a incité à la guerre contre la Libye, se ridiculiser complètement en accusant la Russie d'avoir fomenté cet assassinat, alors qu'en fait il s'agissait d'une mascarade concernant ce journaliste. Alors, on est loin de la Libye là, mais ça signifie que la Libye a été agressée par quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux faits, qui ne vérifie pas ses informations. Et effectivement, l'agression contre la Libye a été faite à partir d'un mensonge qui était celui que Muammar Kadhafi aurait voulu massacrer des milliers de personnes du côté de Benghazi.
et ce qui s'est avéré plus tard totalement faux. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Bernard-Henri Lévy à l'époque a été plus loin puisqu'il a rendu public l'information suivante, à savoir que l'aviation de Mouammar Kadhafi avait bombardé des quartiers à Tripoli et que ces bombardements avaient eu pour effet la mort de 6000 civils. Or, ce bombardement n'a jamais eu lieu. Ouais. Il n'a jamais eu lieu. L'ambassadeur en place à l'époque en France avait démenti ces informations. Le Parlement anglais a fait un rapport en septembre 2016, en 2017, pardon, où ces derniers expliquent clairement dans le rapport des parlementaires anglais, des commissions d'enquête parlementaires, que ce bombardement n'a jamais eu lieu. Quant à la colonne de chars, soi-disant, qui allait éradiquer Benghazi, il s'agissait de 5 blindés, qui plus est, qui n'appartenaient pas à l'armée nationale libyenne, mais au comité de défense populaire. C'est-à-dire que c'était des civils, hein, puisque tu n'es pas sans savoir que la Jamaïque arabe libyenne, le pouvoir était au peuple, donc ce sont des civils qui avaient bénéficié par le passé de formations militaires, qui se sont rendus à l'appel des habitants de Benghazi, qui se sont rendus à Benghazi, et ce bombardement a eu lieu par l'armée française 1 heure après le vote de la résolution, où on a eu 5 blindés qui se trouvaient à 80 km. Donc comment peut-on imaginer aujourd'hui que 5 blindés vont raser une ville de 1 500 000 habitants? Donc bien sûr, BHL a menti sciemment, mais BHL s'est clairement exprimé en décembre 2012 lors d'un dîner au CRIF, hein, où il a dit clairement que son engagement en Libye était pour les intérêts d'Israël, et non pas pour un peuple qui était soi-disant opprimé par un méchant dictateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, qui jouit de réseaux très puissants dans les médias, hein, mais ce serait intéressant de savoir pour quelle raison d'ailleurs, mais BHL n'a aucun mal, si tu veux, aujourd'hui, de mentir comme il le fait. Je tiens quand même à préciser que BHL a soutenu les milices de Misrata. Ces milices de Misrata, ce sont ces milices takfiristes négrophobes, hein, qui, les premiers qui ont été victimes de la négrophobie de Misrata ne sont pas les migrants en Libye, ce sont la tribu des Tawarga, qui se trouve à 80 km de Tripoli, qui étaient libyens. Que BHL accusait Mouammar Kadhafi d'utiliser des mercenaires africains. Or, c'était des Libyens de nationalité libyenne qui étaient dans l'armée. Ces milices de Misrata sont responsables de génocide négrophobe à l'encontre de ces habitants de Tawarga, au point que, depuis 2011, ces habitants n'ont pas eu la possibilité de rentrer dans leur ville, jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, mais il faut aussi voir un peu l'histoire de la famille de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, sa famille a fait fortune dans le bois précieux en Afrique. Il y a eu dans les années 90, au moment où Bernard-Henri Lévy a repris la présidence après la mort de son père, de ce groupe, avant de vendre cette société, où des journalistes français s'étaient rendus pour enquêter, hein, sur les conditions de travail des Noirs dans les différents pays qui travaillaient pour la société de Bernard-Henri Lévy. On était proche de l'esclavagisme, hein. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy n'a que faire de l'être humain, de l'individu. Malgré le fait qu'il vocifère, qu'il se présente comme un philosophe, Bernard-Henri Lévy est avant tout un homme d'affaires, négrophobe, raciste, et qui n'a d'intérêt uniquement de remplir son compte en banque, et qui va mentir à gauche, à droite, gesticuler sur les plateaux de télévision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, grand nombre de journalistes ont voulu enquêter justement sur l'entreprise de Bernard-Henri Lévy, sur la manière dont sa famille ont fait fortune. Or, ces articles n'ont malheureusement pas pu sortir, puisque l'influence de Bernard-Henri Lévy est telle aujourd'hui dans les médias français que les journalistes n'ont pas, les rédacteurs en chef ont eu peur de représailles de la part de Bernard-Henri Lévy, et ces articles ne sont pas sortis. Donc voilà, nous avons affaire, mais je l'ai dit à différentes occasions, M. Bernard-Henri Lévy est un criminel. C'est un criminel. Oui, d'inciter la France. Sa place n'est pas derrière des caméras sur les plateaux français ou sur les plateaux de télévision en Europe. Sa place est derrière les barreaux. Mais à cet effet, il faut savoir que j'ai des informations très précises
sur le fait que, et comme je te l'ai indiqué, Bernard-Henri Lévy a commercé avec ces milices takfiristes djihadistes dont il a permis de les mettre au pouvoir en Libye, hein, en les finançant, hein, en les soutenant. C'est ça quand même intéressant. Il a demandé des retours financiers, hein, par rapport, comme j'ai pu l'indiquer à différentes occasions, à des trafics d'armes en provenance de Serbie contre des tankers de pétrole. Alors j'ai une bonne annonce à faire aujourd'hui, c'est que M. Bernard-Henri Lévy devra prochainement rendre des comptes devant la justice, puisque j'ai des informations très précises sur des réseaux libyens qui sont en passe de révéler les preuves justement de ces interconnexions entre Bernard-Henri Lévy et ses chefs de milices takfiristes mafieuses, preuve à l'appui de trafic, hein, qui ont permis à M. Bernard-Henri Lévy d'accroître sa fortune. Voilà. J'avais déjà quand même prévenu lors de différents sites web il y a quelques mois du danger que courait Nicolas Sarkozy quant au financement soi-disant présumé, alors qu'il y a réellement eu financement, et ça s'avère dans les faits, nous en parlerons tout à l'heure. Et là, je peux t'annoncer que Bernard-Henri Lévy aura prochainement des comptes à rendre auprès de la justice française concernant des malversations, des pots de vin de la part de milices takfiristes mafieuses qui sont cataloguées en tant que telles auprès des instances onusiennes. Donc il faut s'attendre à un théâtre judiciaire inquiétant pour Bernard-Henri Lévy. Mais ce qui est important, c'est que Bernard-Henri Lévy a fait beaucoup de mal, hein, que ce soit en Serbie, en Libye, en Ukraine. Comme on dit toujours, hein, la roue tourne, et la roue est en train de tourner. Et Bernard-Henri Lévy, je pense, dans quelques mois, n'aura plus la capacité de pouvoir s'exprimer comme il le fait de manière désinvolte, de manière condescendante sur les plateaux de télévision, puisque je pense que là, les journalistes, pour le coup, auront du mal à inviter un individu qui sera inculpé, je pense, prochainement, pour des faits graves, notamment sur le dossier libyen. Donc c'est un peu une exclusivité ce soir que je te porte et que j'apporte auprès de tes auditeurs. Merci de la confiance que tu nous portes, de nous révéler ce genre d'informations qui est effectivement de premier ordre. Alors, pour faire un lien entre ce que tu viens de nous révéler et puis le sujet suivant qui concerne l'affaire Sarkozy, hein, puisque on a affaire à deux individus qui ont de concert permis cette agression criminelle contre la Libye. Alors tu as des informations à nous donner, en tout cas des considérations à nous faire part concernant cet individu, hein, ancien président de la République française, qui apparemment pourrait échapper à la justice si toutefois le recours de son avocat en annulation de procédure arrive à son terme avec un effet positif pour lui en tout cas, pour Sarkozy, puisque son argument principal, c'est que normalement, quand l'enquête a commencé, Nicolas Sarkozy était toujours président de la République, et que par conséquent, cette affaire aurait dû être traitée par la Cour de justice de la République, et pas par la justice classique. Voilà. Bon, ça c'est une considération, je pense que c'est un effet de manche ou une tentative désespérée de faire que Sarkozy échappe à son sort. Voilà, je te laisse nous en dire plus à ce sujet. Ah oui, là effectivement, nous avons lu un article diffusé dans le JDD qui parle justement d'un pseudo-vice de procédure par son avocat maître Herzog. Mais il faut savoir pourquoi cet article du JDD sort. Il sort, c'est la conséquence du reportage, de Cage Investigation, dont nous avons parlé lors du dernier site-rep, où il y a eu trois témoignages exclusifs, hein, à savoir Bachir Saleh, l'ancien bras droit trésorier argentier de Muammar Kadhafi, qui jusqu'à présent niait la connaissance du financement et qui, en caméra off, confirme le financement.
qui lui a prévalu d'ailleurs, parce que il me semble que Bachir Saleh, dans ce reportage, avait été interviewé au mois de juillet. Un mois après, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il a été grièvement blessé à Johannesburg par un groupe inconnu. Donc, on peut imaginer que des fuites ont été effectives suite à l'interview de Bachir Saleh par la maison de production, des fuites non voulues, hein, bien évidemment, hein, puisque, je l'ai dit à différentes occasions, Nicolas Sarkozy tremble hein, sur le dossier libyen. Donc, il a mis M. Sarkozy dispose de moyens importants, hein, ne l'oublions pas. Il est assis quand même sur plusieurs centaines de millions d'euros, donc il a des capacités, hein, étant ancien président de la République, hein, comme j'ai pu l'indiquer, il dispose de réseaux assez puissants, donc il a réussi à savoir que Bachir Saleh avait rompu un pacte qu'ils avaient mis en place dès 2011 lorsque Bachir Saleh s'était réfugié en France. Donc Bachir Saleh a rompu ce pacte qui lui a prévalu d'ailleurs une semaine après une tentative d'assassinat. Il y a une enquête en cours pour déterminer qui sont derrière les gens qui ont voulu assassiner Bachir Saleh. Nous avons le traducteur Mansouri de Muammar Kadhafi, traducteur de 20 ans, hein, qui témoigne, puisqu'il était présent lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait rencontré Muammar Kadhafi sous sa tempe à Balbazezia, donc en Libye, à Tripoli. Donc c'est un témoignage fort. Et nous avons notre coordinateur, Taher Daesh, ancien chef des renseignements et des services secrets libyens et du protocole fidèle à Muammar Kadhafi pendant 30 ans, qui explique clairement le versement de plus de 10 millions d'euros. Voilà. Donc, au point que la justice a envoyé, a contacté la chaîne de télévision de manière à ce que le reportage soit inclus dans le dossier comme des pièces à conviction. D'accord. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la justice cherche à entendre Missouri, le traducteur de Muammar Kadhafi, Taher Daesh, notre coordinateur du comité révolutionnaire, et bien évidemment Bachir Saleh, puisque ce reportage met en lumière, confirme le financement et met en lumière le versement de plus de 10 millions d'euros de la Jamaïque arabe libyenne aux représentants de Nicolas Sarkozy qui s'était rendu à Tripoli en fin novembre 2016, où Taher Daesh explique que tout a été filmé. D'accord. Et ces preuves sortiront... 2016 ? C'était en 2016, novembre 2016. Donc dans le reportage, j'avais invité tes auditeurs à regarder ce reportage, qui tourne très bien d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, la chargée de presse de Nicolas Sarkozy avait contacté Cage Investigation 15 jours avant la diffusion du reportage. D'accord. En indiquant que Nicolas Sarkozy se réserverait le droit de porter plainte en diffamation s'il y avait des éléments qui mettaient en cause son intégrité. Mais Nicolas Sarkozy, à la vue de ce reportage, n'a rien fait. La seule réponse de l'avocat de Nicolas Sarkozy, à savoir M. Herzog, c'est de remettre cette procédure, non pas remettre en cause le fond de la procédure, mais la forme. On voit bien que Nicolas Sarkozy est en panique. Pourquoi Nicolas Sarkozy est en panique? Pourquoi les amis de Nicolas Sarkozy sont en panique? Parce que les informations révélées par Taher Daesh sont la réalité. Il n'y a eu aucune plainte formulée par Nicolas Sarkozy à l'encontre de Cache Investigation, malgré des menaces 15 jours avant la diffusion du reportage. Et on voit Herzog qui essaye de toute façon, Herzog est un avocat qui est procédurier. Hein, donc, je pense que ça fait plusieurs mois qu'il cherche des vices de procédure. Hein, il excelle dans ce domaine-là. Maintenant, à savoir si le juge Tourner a fait des erreurs, des vices de procédure, il a pu. Parce que, voilà, Herzog, aujourd'hui, mentionne 7 erreurs de procédure. 7 vices de procédure. Que l'avocat en charge, que le juge en charge du dossier fait 1 ou 2 erreurs, c'est possible. Je vois difficilement le juge Tourner, qui est quand même un juge très compétent aujourd'hui, avoir fait des erreurs qui vont annuler la procédure. Quand bien même cette procédure serait annulée, quand bien même, les preuves vont sortir
Nous savons, nous, au sein du Comité révolutionnaire international, que ces preuves sortiront, qui mettront en lumière le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui mettront en lumière les collaborateurs qui sont des personnages publics. Je ne révélerai pas leur nom ce soir, Tom, pour éviter que tu aies des procédures en justice, hein, tout simplement, qui seraient lourdes de conséquences pour toi. Pour moi aussi, mais peu importe. Étant révolutionnaire, cela ne me dérange en rien. Mais ces preuves sortiront. Et le jour où ces preuves sortiront, quand bien même la procédure serait annulée, il n'en resterait pas moins que les Français, les peuples européens, sauront que Nicolas Sarkozy est un petit mafieux, hein, de bas niveau, et que notre pays a été tenu pendant 5 ans par cet individu. Et d'ailleurs, nous serons, comme je l'ai dit, dans le scandale le plus grand scandale que la Ve République n'ait jamais connu. Et nous y arrivons, hein. Nous y arrivons, puisque ces preuves sortiront. Procédure annulée ou pas procédure annulée, ces preuves sortiront. Voilà. En particulier... Donc, ce qui est quand même intéressant, et je le réitère pour une deuxième fois, c'est que Nicolas Sarkozy n'a déposé aucune plainte en diffamation contre Cache Investigation qui ont relayé les propos de Tahar Daesh et du traducteur de Muammar Kadhafi, qui dit clairement que financement, il y a eu. C'est quand même intéressant. Ah ouais. Bien, il nous reste une petite dizaine de minutes pour évoquer d'autres sujets comme l'actualité au sein des tribus libyennes, par exemple. Oui, mais moi, voilà, bon, tu sais que le Comité révolutionnaire international, dont je suis le porte-parole, mais aussi le coordinateur Europe, travaille en étroite collaboration avec le Haut Conseil suprême des tribus libyennes. Aujourd'hui, les tribus libyennes continuent à faire leur travail de réconciliation interlibyenne. Hein, le Conseil des tribus libyennes ne souhaite pas participer aux initiatives voulues par l'ONU, hein, puisqu'il considère que l'ONU est responsable de l'occupation de la Jamaïque libyenne. La situation étant des plus catastrophiques en Libye, ce Conseil des tribus libyennes se renforce jour après jour, et je continue, et j'affirme, et je continue à l'exprimer, qu'un soulèvement populaire est en cours, puisque aujourd'hui, malgré le fait que différents appels ont été lancés par ce Conseil suprême des tribus libyennes pour établir des relations diplomatiques tant avec l'Europe, mais aussi avec différents pays, y compris la Russie d'ailleurs, pour essayer de trouver parce que nous parlons les tribus parlent de réconciliation. Ils parlent de réconciliation interlibyenne, mais ils parlent aussi de réconciliation avec ceux-là même qui sont responsables du désastre libyen. Aujourd'hui, il y a lettre morte, puisque, comme je t'ai indiqué, nous avons affaire, au travers du Conseil des tribus libyennes, à des souverainistes de la Jamaïque arabe libyenne. Évidemment, Saif al-Islam l'avait exprimé d'ailleurs, hein, aux dernières interviews qu'il avait données en 2011, justement à RT, hein, à la chaîne de télé RT, où il expliquait que l'objectif premier de l'OTAN, malgré le fait que la Jamaïque arabe libyenne, que le gouvernement de la Jamaïque arabe libyenne avait proposé des élections, avait demandé que des observateurs de l'ONU soient présents avant la votation de la résolution 1973, Saïf al-Islam s'était clairement exprimé que l'objectif premier de l'OTAN, c'était de piller la Libye, c'était de récupérer ces centaines de milliards de dollars qui avaient été investis par la Jamaïque arabe libyenne dans les pays européens, mais aussi aux États-Unis et en Afrique, et de contrôler le pétrole libyen. C'était l'objectif. Et pour ce faire, il fallait tuer Muammar Kadhafi, qui incarnait la liberté du peuple libyen. Voilà. Donc, malgré ça, le Conseil des tribus libyennes ont lancé des appels à différentes diplomaties pour essayer de trouver un consensus, discuter sereinement
sur une réinstauration de la Jamaïa arabe libyenne, hein, qui ramènerait donc l'état de droit en Libye, hein, qui ramènerait l'armée, la structure sociale, militaire, judiciaire. Or, cette communauté internationale n'a que faire d'une stabilisation de la Libye, comme j'ai pu l'indiquer, hein, puisqu'aujourd'hui le pétrole est pillé par les multinationales qui ont comme outil l'OTAN pour piller les richesses du peuple libyen. Donc ces tribus libyennes sont aujourd'hui en train de préparer ce soulèvement populaire, hein, qui est aujourd'hui la seule alternative à la libération de la Jamaïa arabe libyenne et à la stabilisation de la Libye, et à une régulation de ce trafic d'ailleurs des migrants et de l'éradication de ces milices takfiristes mafieuses qui ont été financées, je tiens quand même à le rappeler, tant par le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais aussi par Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, qui sont responsables du chaos actuellement en Libye, hein, qui collaborent avec ces multinationales, hein, qui sont responsables de la détention jusqu'à ce jour de dizaines de milliers de Libyens, qui sont responsables de l'envoi des migrants, hein, qui sont responsables de la traite négrière, qui sont responsables de l'enlèvement et de l'assassinat de dizaines de Libyens chaque jour. Aujourd'hui en Libye ont lieu des enlèvements, hein, contre des rançons. Alors les Libyens n'ont déjà plus rien, il suffit qu'une famille qui a un petit peu de moyens, on va enlever son enfant contre des rançons, donc il n'y a pas de sécurité. D'où d'ailleurs le fait que je ne vois pas comment des élections aujourd'hui peuvent avoir lieu en Libye, même à la fin de l'année, même dans un an ou deux, dès lors qu'aujourd'hui nous avons un pays qui est aux mains de 1200 milices takfiristes mafieuses. 1200 milices takfiristes mafieuses. Voilà. Donc ces tribus libyennes se préparent à ce soulèvement qui sera effectif, comme je le dis, hein, prochainement, puisque aujourd'hui la prise de conscience a été est clairement définie au sein des tribus libyennes, c'est que la libération se fera par les armes. Puisque depuis 2015, des mains sont tendues pour essayer de trouver un consensus, trouver une solution pacifiée. Or, aujourd'hui, nous voyons que cette communauté internationale ne veut pas des représentants souverains du peuple libyen, pour les raisons que je viens de t'évoquer, tout simplement. Le pillage, ouais. Tout simplement. Voilà. On rappelle, encore une fois, je crois que c'est nécessaire, hein, surtout avec cette tentative de l'Elysée du 29 mai dernier, que le Conseil suprême des tribus et des cités libyennes a désigné Saïf al-Islam comme étant son représentant, donc représentant pour la Libye. Et donc les élections en question, ou le projet d'élection en question n'a aucun sens de ce point de vue-là. Oui, mais surtout qu'aujourd'hui, comment Saïf al-Islam Kadhafi peut accepter des élections et se mettre autour de la table de ceux-là même qui sont responsables de la mort de son père, de 3 de ses frères, et de la mort de dizaines de milliers de Libyens, et de la situation catastrophique de centaines de milliers de familles libyennes, en Libye, mais aussi en exil. C'est un contresens. Ouais. Donc, bien évidemment, comment les tribus libyennes peuvent aujourd'hui se mettre autour de la table avec ceux-là même qui sont responsables de l'occupation de manière illégitime, parce que j'ai bien quand même à rappeler que ce soit le gouvernement de Tobrouk et que ce soit les autorités de Tripoli, ils n'ont pas eu l'aval du peuple libyen. Ouais. Puisqu'en 2014, on a eu 120 000 Libyens officiellement, on peut diviser le chiffre par 2, qui se sont rendus aux urnes. Hein, alors on a 3% de c'est-à-dire ces gens représentent 3% de la population libyenne. 3%. Parce que c'est une volonté de l'ONU d'écarter tous les anciens fonctionnaires de la Jamaïa arabe libyenne sous Muammar Kadhafi. Il y a eu d'ailleurs le CNT, dès la prise en fonction du CNT, hein, après la mort de Muammar Kadhafi, 2 jours après, il y a eu une loi d'exclusion qui empêchait aux anciens fonctionnaires de la Jamaïa arabe libyenne de se présenter aux élections. Et tout rassemblement pro-Kadhafi était interdit en Libye. Interdit qui a été bravé en 2015 lors de l'annonce de la mort de Saïf al-Islam, de la condamnation à mort de Saïf al-Islam,
où des centaines de milliers de Libyens ont bravé cette interdiction en sortant dans les rues avec des drapeaux verts, avec des portraits de Muammar Kadhafi, avec des portraits de Saïf al-Islam, mais ils en ont payé le prix cher. Plus de 500 Libyens sont décédés, réprimés violemment par ces milices takfiristes, dans un silence abyssal, enfin total, de la part des médias mainstream, malgré le fait que nous, au sein du Comité révolutionnaire international et toute la diaspora libyenne présente en Tunisie, en Égypte, nous avions d'ailleurs contacté les médias, mais aussi la mission des droits de l'homme pour la Libye. Il y a eu un silence radio. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, la volonté de l'ONU, de l'OTAN, dirons-nous, même pas de l'ONU, mais de l'OTAN aujourd'hui, c'est de maintenir ce chaos, puisque l'OTAN aujourd'hui est un outil du pouvoir impérialiste américain. Et aujourd'hui, les Américains, le seul objectif à court terme, c'est de contrôler le pétrole libyen. Ils n'ont que faire du peuple libyen, de la condition du peuple libyen. Hein, comme je te l'ai indiqué, sous la Jamarie arabe libyenne, le pays le plus riche d'Afrique était la Libye. Hein, c'était le pays africain qui avait le meilleur PIB, hein, le meilleur taux d'éducation. Kadhafi avait réussi à éradiquer les analphabètes. Hein. Le taux de mortalité infantile était le plus bas de toute l'Afrique. Les Libyens vivaient dans une très bonne condition puisque l'argent du pétrole était redonné. Aujourd'hui, les femmes libyennes sont obligées de faire les poubelles pour nourrir leurs enfants. Il y a une absence des infrastructures en termes d'électricité ou d'eau. Des villages n'ont pas accès à l'eau potable, chose qui était inimaginable sous la Jamarie arabe libyenne. 80% des hôpitaux ont été fermés. Depuis 2011, les enfants ne sont plus scolarisés en Libye. Depuis 2011. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Libyens ne sont pas dupes. Les Libyens ont bien compris que ce soit tant Sarraj ou Haftar, ces derniers défendent uniquement les intérêts de ces multinationales qui pillent la Libye. Parce que le pétrole coule en Libye. Hein, on est officiellement à 1 200 000 barils jour. Il y en a à peu près entre 5 et 700 000 qui sortent de manière clandestine. Donc on a repris le cap d'exploitation du pétrole sous la Jamarie arabe libyenne. Or, il y a une inflation record. On a toujours ces 3 millions de Libyens qui sont exilés. Les conditions sanitaires et sociales sont catastrophiques en Libye. Hein. Donc cet argent ne profite en rien au peuple libyen. Mais le peuple libyen, comme tout peuple, a une mémoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est évident qu'au travers du Conseil des tribus libyennes, le peuple se prépare à reprendre possession de leurs biens, de leur légitimité, de leur autorité. Et ceux qui sont arrivés par bateau pour coloniser la Libye repartiront sur leur bateau prochainement. Voilà. Parce que le peuple libyen, comme je te l'ai dit lors d'un dernier site-rep, c'est un peuple de résistants. Et ce peuple libyen résiste et ce peuple, au travers des tribus libyennes, bientôt se soulèveront parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Il en va de la survie des Libyens. Voilà. Donc c'était, voilà, je voulais qu'on repasse. Enfin, tu m'as posé la question des tribus libyennes. Je réitère un petit peu ces propos que j'ai pu tenir à différentes occasions, mais ils sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Tellement la situation est catastrophique aujourd'hui en Jamarie arabe libyenne occupée. Bien. Voilà. Alors nous arrivons au terme du site-rep. Veux-tu faire une conclusion en l'espace d'une petite minute? Non, mais moi ce qui serait intéressant, c'est que j'invite, moi je suis impatient d'attendre le 10 décembre 2018 pour voir ces fameuses élections voulues par M. Macron. Voilà. Donc nous referons un site-rep à cette occasion. Oui, hein. Oui, sans doute, oui. Ça peut être intéressant. Non, mais sincèrement, j'invite aujourd'hui les diplomates français de regarder au plus près avec un peu plus d'objectivité ce qui se passe réellement en Libye. Nous savons aujourd'hui, depuis ce matin, que la France souhaite soutenir militairement Haftar. Ce qui est quand même assez grave, c'est que les 2 enfants de Haftar, qui font partie du commandement général,
L'un d'eux, un de ses fils, a été responsable d'attaques de banque en 2014 en Libye. On le voit sur des vidéos en train de tirer sur des citoyens libyens qui étaient des banquiers pour voler quelques dizaines de milliers de dinars. Et on a son autre fils qui est, par le passé, a bénéficié d'armes en provenance des Émirats arabes unis. Ces armes sont parties à la direction d'intermédiaires et ces armes ont été rendues à Boko Haram. Donc moi j'appelle à la raison. Je demande aujourd'hui que si d'aventure ton SITREP serait vu par des responsables de l'État français, enfin des services du Quai d'Orsay ou des renseignements, qu'il faut savoir garder raison. Et je les invite sincèrement à regarder de plus près ce Conseil suprême des tribus libyennes, puisque aujourd'hui, je pense, même tant pour la France d'ailleurs, à moyen terme, même pour l'intérêt de la France, il serait plus opportun de se rapprocher de ce Conseil suprême des tribus libyennes pour justement pour trouver une réelle pacification de la Libye. Et lorsque Macron nous parle de stopper ces ingérences étrangères, le meilleur moyen pour stopper les ingérences étrangères en Libye est de passer par le Conseil suprême des tribus libyennes. Voilà. C'était le dernier message que j'avais à passer lors de ce SITREP. Eh bien merci pour cet éclairage, merci pour les informations, dont une cruciale en particulier. Eh bien je n'ai plus qu'à te donner rendez-vous pour le prochain SITREP, le 8e du nom, dans quelques temps, à une date non précisée. Merci encore Franck de nous avoir donné ces informations et cette analyse. C'est moi qui te remercie Tom, et puis je te dis donc au prochain SITREP et à très bientôt. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir Tom. Merci.